Les chimpanzés, nos plus proches parents au sein du règne animal. Mais à quel moment nos ancêtres respectifs ont-ils pris des chemins séparés? Et où a commencé la lignée humaine? L'Afrique, terre des chimpanzés actuels, était jusqu'à présent considérée comme le berceau de l'humanité. Cette conception est aujourd'hui remise en cause. Il ne serait pas surprenant de trouver des ancêtres en Europe. La redécouverte, par une paléontologue allemande, d'une mandibule longtemps portée disparue. La découverte en Crète d'empreintes de pas fossilisées d'un mystérieux bipède. Et voilà qu'une petite famille d'hominines arrive. Et la mise au jour en Allemagne d'une nouvelle espèce de grand singe. Autrement dit, il s'agit d'une sorte de chaînon manquant. Autant de découvertes qui bouleversent le scénario de nos origines. Et si l'homme n'était pas né en Afrique, mais en Europe? Athènes, riche d'une histoire millénaire. La paléontologue allemande Madeleine Böhme étudie depuis plusieurs années les fossiles de cette région. Ce que la chercheuse a trouvé là-bas pourrait bien remettre en cause notre vision de l'évolution humaine. La Grèce d'aujourd'hui a un climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs, des hivers humides et frais. Il y a 7 millions d'années, c'était complètement différent. L'endroit où la ville d'Athènes s'étend actuellement était un paysage de savane herbeuse. La faune de l'époque était, elle aussi, complètement différente. Plusieurs espèces d'éléphants peuplaient alors la Grèce. Ils côtoyaient des rhinocéros, des girafes et des autruches. Autant d'animaux qui vivent aujourd'hui en Afrique. Il faisait nettement plus chaud qu'aujourd'hui, 4-5 degrés de plus, et plus humide. Ce monde a disparu. À cette époque, il y a 7 millions d'années, vivait aussi dans le sud-est de l'Europe une mystérieuse créature dont il ne subsiste que très peu de restes. Elle pourrait se situer au commencement de la lignée humaine. La recherche de ces traces a conduit Madeleine Böhme dans l'Athènes de l'année 1944. Depuis 3 ans, la ville est occupée par la Wehrmacht allemande. La situation est tendue. La résistance des partisans grecs face à l'occupant nazi prend de l'ampleur. Parmi les Allemands se trouve le géologue Bruno von Freyberg. Sa mission, surveiller les travaux de construction de bunkers et de positions d'artillerie. En déblayant le terrain d'un domaine situé en périphérie d'Athènes, ces ouvriers font une découverte singulière. Regardez ce qu'on a trouvé. Dans un bloc de pierre, pétrifié dans la roche, se trouve un fragment d'ossement fossilisé. Où l'avez-vous trouvé? Là-bas derrière. C'est le premier de toute une collection de fossiles qui seront mis au jour. Certains sont si bien conservés qu'ils semblent presque récents. Bruno von Freyberg avait de bonnes connaissances en paléontologie. Et il a aussitôt compris qu'il s'agissait d'une trouvaille exceptionnelle. Il a ordonné aux ouvriers de dégager le plus grand nombre d'ossements possible et les a ainsi mis à l'abri pour la science. En 1949, von Freyberg décrit ces fossiles dans un article où il mentionne notamment la mandibule d'un singe. Cela ne faisait que 5 pages. L'article a été publié en grec ainsi qu'en allemand. Il était donc tout à fait accessible, mais il n'a guère retenu l'attention. On attribuait la mandibule à un singe ordinaire. Et il faudra attendre plus de 20 ans pour découvrir en 1972 que les restes sont ceux d'une espèce de grand singe disparu. Pour les chercheurs, la nuance est de taille, car les grands singes sont nos plus proches parents au sein du règne animal. La lignée des orang-outans a bifurqué du tronc commun de l'évolution il y a 14 millions d'années environ. Ces singes vivent aujourd'hui en Asie du Sud-Est.
La branche des gorilles s'est quant à elle différenciée il y a quelques 10 millions d'années. On ne la rencontre plus qu'en Afrique. Enfin, les chimpanzés ont suivi leur propre chemin évolutif il y a seulement 7 à 8 millions d'années. Ce sont les animaux les plus proches de nous. Notre propre histoire évolutive débute au moment où nous nous sommes séparés de la lignée des chimpanzés. Mais où sur cette échelle temporelle placer la mandibule de Grecopithecus? Von Freyberg n'avait pas évalué correctement son âge. Mais impossible d'effectuer une nouvelle datation car la mandibule est portée disparue. C'est alors qu'en 2009, sur un chantier de fouilles en Bulgarie, des chercheurs découvrent une molaire isolée. Elle aussi appartient à une espèce éteinte de grands singes. Les résultats de la datation scientifique font sensation. La dent a plus de 7 millions d'années. Elle date précisément de l'époque où la lignée des chimpanzés et celle de l'homme ont divergé, c'est-à-dire au commencement de notre propre histoire évolutive. J'ai repensé à la découverte de Bruno von Freyberg et je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien au niveau de l'âge et de la localisation entre la dent isolée de Bulgarie et la mandibule de Grèce. Et cette hypothèse m'a poussé à étudier plus précisément la question de l'évolution humaine. Nos racines se trouveraient-elles en Europe? Si l'hypothèse de Madeleine Böhme devait se vérifier, elle ferait l'effet d'un coup de tonnerre parmi les scientifiques. Dès le 19e siècle, les chercheurs ont supposé que l'homme était probablement apparu en Afrique, puisque les chimpanzés qui nous ressemblent dans l'apparence et le comportement y vivent encore aujourd'hui. Cette origine est largement acceptée et n'a guère été remise en cause depuis. Un autre élément incitait jusqu'à présent à situer le berceau de l'humanité en Afrique. Depuis les années 1920, de nombreux fossiles significatifs de préhumains y ont été découverts. Pour la plupart des experts, cela ne fait aucun doute. Le roman de nos origines ne peut être qu'une histoire exclusivement africaine. Que nos racines puissent être plus anciennes et même se situer en dehors de l'Afrique n'est jusqu'à présent pas compatible avec la théorie dominante. À l'université du Missouri aux États-Unis, l'anatomiste Carol Ward travaille à reconstituer l'histoire évolutive de certains fossiles africains célèbres. Le plus connu d'entre eux est sans conteste Lucy, un fossile de préhumain de l'espèce Australopithecus afarensis, conservé à 40%. Lucy est en quelque sorte l'icône de l'évolution humaine. Lors de sa découverte dans les années 1970, elle était non seulement le squelette le plus complet jamais exhumé, mais elle était aussi le plus ancien mis au jour jusque-là. Lucy a été découverte en 1974 dans la région d'Afar, en Éthiopie, par une équipe de recherche co-dirigée par l'Américain Donald Johansson et les Français Maurice Taïeb et Yves Coppens. Estimant que c'était un sujet féminin, les chercheurs l'ont baptisée Lucy in the Sky with Diamonds, en hommage à la chanson des Beatles qu'ils écoutaient le soir sous la tente. Lucy a vécu il y a 3 millions d'années, soit bien après que l'homme et le chimpanzé ont divergé il y a 6 à 8 millions d'années. C'est de cette époque que date notre dernier ancêtre commun, qui n'était ni un chimpanzé ni un homme. Les dernières méthodes scientifiques en date ont permis de reconstituer complètement Lucy et de lui donner un visage. L'Australopithèque mesurait à peine plus d'1 mètre et pesait 29 kilos. Contrairement aux grands singes, Lucy était capable de marcher sur ses 2 jambes. Mais elle ne se situe pas au commencement de l'humanité, il y a 7 millions d'années environ.
Difficile de la situer précisément sur l'arbre de la lignée humaine, car à l'époque où elle vivait, notre histoire évolutive était déjà bien entamée. L'Afrique ressemblait alors à un laboratoire expérimental de l'évolution humaine, où plusieurs espèces de préhumains coexistaient les unes à côté des autres. Elle n'est peut-être pas notre ancêtre direct. Elle faisait partie d'une des nombreuses espèces d'australopithèques. De laquelle descendons-nous? Si tant est que nous descendions d'eux, nous l'ignorons. Mais ces espèces sont similaires sur bien des points, et il est certain que notre ancêtre leur ressemblait et partageait leurs traits. Face à ces incertitudes, une évidence. Pour comprendre les origines de l'humanité, il faut remonter encore plus loin et se rapprocher le plus possible du moment où l'homme et le chimpanzé ont divergé. C'est ainsi qu'un autre fossile africain, plus ancien que Lucie, a particulièrement retenu l'attention des chercheurs, Toumaï. Sahelanthropus tchadensis, tel est son nom scientifique, a été mis au jour en 2001 au Tchad. Plus précisément dans le Sahara, à des milliers de kilomètres des sites de fouilles connus d'Afrique orientale, d'où vient Lucie notamment. Au cours des millions d'années, le fossile a subi une forte déformation. Une reconstitution électronique en 3D du crâne a été effectuée pour corriger cette déformation. Objectif, déterminer s'il s'agissait d'une espèce éteinte de grands singes ou bien d'un ancien préhumain. Résultat, Toumaï présente un mélange de diverses caractéristiques. Les très forts bourrelets au-dessus des yeux évoquent un gorille ou un chimpanzé mâle. Le faciès, en revanche, est plat dans sa partie inférieure. Mais le détail anatomique le plus important se situe pour de nombreux chercheurs sous le crâne. L'un des premiers traits caractéristiques qui nous distingue de nos ancêtres primates, c'est la station debout, la bipédie. Ici, c'est le trou par lequel la moelle épinière quitte le crâne. Chez les humains, ce trou est situé sous le crâne, comme on le voit ici sur Sahelanthropus. Ce trou s'appelle le foramen magnum, ce qui signifie grand trou. Lorsqu'il est situé sous le crâne, cela veut dire que la colonne vertébrale est à l'aplomb de la tête. Chez un chimpanzé ou tout autre singe quadrupède, le foramen magnum serait situé à l'arrière. La datation de Toumaï est plus compliquée. Ses découvreurs ne peuvent qu'estimer son âge, entre 6 et 7 millions d'années. Sahelanthropus est-il vraiment au début de notre évolution? Ou les fossiles européens pourraient-ils être encore plus anciens? Les chercheurs en sont réduits à des hypothèses. La molaire de Bulgarie n'est qu'un indice bien maigre, de même que la mandibule exhumée en 1944 à Athènes et qui, avec les moyens de l'époque, n'a pas pu être datée correctement. Il faudrait pouvoir l'analyser avec les technologies actuelles, mais la mandibule est portée disparue. Madeleine Böhme la recherche pendant 2 années, en vain. Jusqu'au jour où on lui conseille de contacter un ancien collègue de Bruno von Freyberg, depuis longtemps à la retraite. Exakt, es geht Bruno von Freyberg, es geht den Gregopithecus-Kiefer und Sie sollen C'est la révélation. wissen, wo sich befindet. Herr Professor von Freyberg sagte mir, Lorsque nos collections de l'Institut ont été en partie démantelées pour faire de la place au laboratoire, le professeur von Freyberg m'a dit « Monsieur Schüffler, voici la pièce la plus précieuse de notre collection. Prenez-en soin. » Geben Sie darauf Acht. Die Sekretärin La secrétaire et moi-même l'avons alors déposée dans un coffre-fort dans le secrétariat. gegeben. Elle y restera plusieurs décennies. Il m'a répondu « Ah, vous voulez parler de la dent de singe? Oui, elle est chez nous, dans un coffre. » Je n'en revenais pas. Das ist das, was Sie suchen. Bleiben Sie mal einen Moment bitte dran, ich schaue nach. On a ouvert le coffre-fort et on en a sorti une boîte Tupperware avec une étiquette où il était écrit au feutre rouge, important, Grecopithecus freybergi.
Même si en définitive cette boîte s'est avérée être un excellent moyen de conservation, cela avait quelque chose d'assez saugrenu de recevoir cette mandibule dans un Tupperware. Le fossile rejoint l'université de Tübingen en 2014. Là, les chercheurs vont enfin pouvoir examiner la mandibule de Grecopithecus. Fragile du fait de son âge, le fragment fossile a en outre été abîmé pendant la guerre. Heureusement, les technologies modernes permettent désormais d'aller au-delà du simple examen anatomique. Les chercheurs peuvent même explorer l'intérieur du fossile sans le détruire. Des images haute résolution obtenues par tomographie montrent chaque détail de la mandibule, notamment les racines des dents. L'analyse révèle rapidement que ces racines ne ressemblent pas à celles d'un grand singe. La forme des prémolaires surtout surprend les chercheurs. Voici une impression 3D de la dent de Grecopithecus. On voit très bien que les racines sont fusionnées entre elles pratiquement jusqu'au bout. Or, c'est une caractéristique des racines de dents humaines. Voici maintenant la dent d'un chimpanzé. C'est exactement la même dent, une prémolaire de la mandibule. La séparation ici est bien distincte. Et enfin, la même dent, mais chez un humain. Nous voyons qu'elle n'a qu'une seule racine. Chez Grecopithecus, nous avons donc des racines partiellement fusionnées qui sont en train de fusionner, c'est-à-dire de converger les unes vers les autres. Et nous savons qu'il en est ainsi chez les préhumains. Ce qui de prime abord ressemble à un détail est en fait capital pour les chercheurs. L'élément conforte l'hypothèse que Grecopithecus appartient à la lignée évolutive humaine. Mais est-il plus âgé que les autres préhumains découverts à ce jour en Afrique? Nuremberg, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce complexe architectural qui accueillait les congrès annuels du parti nazi frappe par son gigantisme. Madeleine Böhme va y faire une découverte qui lui permettra enfin de dater la fameuse mandibule. Les catacombes de l'ancien palais des congrès abritent les autres fossiles collectés par Bruno von Freyberg en 1944 à Athènes. Ils ont été remis à la Société d'histoire naturelle de Nuremberg, qui les a conservés ici. Pour Madeleine Böhme, c'est un véritable trésor. Il avait lui-même annoté à la main quelques fossiles. Voyons voir si je les retrouve. Tenez, celui-ci, je crois. Personne ne connaissait le contenu de cette collection. Je savais qu'elle devait exister quelque part, mais dans quel état de conservation, avec combien de pièces, je l'ignorais. J'avais par conséquent peu d'espoir. Que cette collection existe encore a été d'une importance cruciale parce que sans elle, nous n'aurions pas pu effectuer la datation ou reconstituer l'environnement. Tout ceci est donc très précieux. La mâchoire toute seule, c'est bien, mais elle serait restée isolée sans contexte temporel ni spatial. Ce sont les restes d'un animal qui vont être décisifs pour la datation. L'âge est toujours inscrit dans la roche, dans les sédiments. Le problème avec les fossiles trouvés en Grèce, à Pyrgos Vassilicis, c'est que nous avions un tiroir plein d'ossements, mais sans sédiments. Par chance, nous avions aussi un os de girafe. Et c'est grâce à cet os que nous avons effectué la datation. Il est percé. Et quand on regarde à l'intérieur du trou, on voit qu'une moitié est remplie de sédiments rouges, tandis que l'autre est vide. Lorsqu'ils sont entrés dans l'os, les sédiments étaient à l'état liquide. Ils se sont déposés dans la partie inférieure, tandis que la partie supérieure est restée vide. Donc ici, c'était le haut, et là, le bas. Ce sont ces informations-là qui ont permis la datation. S'appuyant sur la position originale du fossile dans la roche, les chercheurs peuvent déterminer l'orientation de ces minuscules particules magnétiques. Celles-ci s'alignent selon la direction du champ magnétique terrestre, et lors du dépôt des sédiments, conservent cette orientation. Or, au fil des millions d'années, il est arrivé régulièrement que le champ magnétique terrestre s'inverse. Pôle Nord et pôle Sud ont échangé leur position.
un événement figé à jamais dans la roche. Comme les chercheurs connaissent les périodes d'inversion des pôles, ils peuvent, à partir de cette empreinte paléomagnétique, dater la roche. Conclusion, l'os de girafe est âgé de 7,175 millions d'années. Et donc la mandibule aussi. La publication des résultats en 2017 a un retentissement mondial. Il ne serait pas surprenant de trouver en Europe des ancêtres de l'Australopithèque ou de proches parents de l'Australopithèque. Ces résultats sont donc très stimulants. Ce fossile fait débat parce qu'il ne s'agit que d'une mâchoire. Nous n'avons aucun élément post-crânien, aucun indice sur la locomotion. Bref, nous ne savons pas grand-chose sur cette créature. Mais elle pourrait être apparentée aux hominidés, voire être un de leurs ancêtres. Et c'est très excitant. J'espère donc que les chercheurs en apprendront davantage. La découverte de Madeleine Böhme ne permet pas encore d'affirmer avec certitude que le plus ancien préhumain vient d'Europe et non d'Afrique. La molaire et la mandibule sont des indices importants, pas des preuves. Mais en Crète, une autre trouvaille majeure pourrait bien changer la donne. Dans le nord-ouest de l'île, Madeleine Böhme a rendez-vous avec une équipe internationale de chercheurs. Dans les environs de Trachylos, un paléontologue polonais a découvert en 2002 de mystérieuses empreintes de pas fossilisées. Elles sont caractéristiques d'une marche bipède, un trait important qui distingue nos ancêtres préhumains des grands singes. Et surtout, elles ont environ 6 millions d'années. Elles sont donc antérieures à presque tous les fossiles africains. Ici, vous avez le talon, et là, le contour de l'empreinte. L'appui en boule, le gros orteil et les autres doigts de pied. Vous voyez ? La forme du pied et les orteils tous dirigés vers l'avant évoquent effectivement une empreinte de pied humain. Par ailleurs, il semble exclu que l'empreinte soit celle d'un animal qui se dressait ponctuellement sur ses pattes arrière, car aucune empreinte de griffe n'a été retrouvée. Ces empreintes sont, à notre connaissance, celles d'hominines. Autrement dit, de membres anciens de notre propre lignée. Elles précèdent d'environ 3 millions d'années toutes les autres empreintes d'hominines connues à ce jour dans le monde. Je les aime parce qu'elles témoignent d'un moment de vie. Trouver le squelette d'un hominine, bien sûr, ce serait formidable. Mais un squelette, ce n'est rien d'autre que les restes d'un être mort. Ce que nous avons ici, en revanche, c'est une sorte d'instantané dans la vie d'une famille d'hominines vivants. Ces empreintes figées dans la pierre gardent le souvenir de pieds de chair et de sang. Et on peut aussi y lire un comportement. En 1978, des empreintes similaires ont été trouvées à Laetoli, en Tanzanie. Elles proviennent de préhumains, vraisemblablement des parents de Lucie. Mais elles sont datées de seulement 3,6 millions d'années. Elles sont donc beaucoup plus récentes que celles des mystérieux bipèdes crétois. Ceux-ci ont vécu à un stade beaucoup plus reculé de l'histoire évolutive humaine. C'est ce que prouve la datation du grès qui conservait leurs empreintes. À l'époque déjà, ils marchaient au bord de l'eau. Il faut imaginer un rivage, peut-être les rives d'une lagune ou d'un delta de rivière. Et voilà qu'une petite famille d'hominines arrive. De loin, ils ressemblent à de petits humains poilus ou à des chimpanzés, à qui on aurait appris à marcher sur les pattes arrière. Les plus grands mesurent autour d'1,40 m, les plus jeunes sont 2 fois plus petits. Ils semblent marcher sans but précis, probablement à la recherche de nourriture le long du rivage. Les empreintes forment une ligne sinueuse. Ils ne semblent pas aller dans une direction déterminée. On a presque l'impression qu'ils passent une journée à la plage.
À présent, les chercheurs veulent dater encore plus précisément les couches de sédiments où sont conservées les empreintes. Leur hypothèse est qu'elles pourraient dater de plus de 6 millions d'années. Cette datation est décisive pour déterminer quand exactement la bipédie est apparue, car elle n'existe que chez les hommes et leurs ancêtres. La question de la bipédie est centrale dans la distinction entre pré-chimpanzé et pré-humain. Et on ne peut y répondre avec certitude que par les empreintes. Bien sûr, on peut interpréter un os et l'attribuer à un être bipède. Mais des empreintes, c'est en quelque sorte la preuve ultime. Mais comment prouver que les empreintes de crête sont effectivement d'origine humaine ? Un mois plus tard, dans un parc d'attractions du sud de l'Allemagne. Accompagnée de son assistant Heinrich Stör, Madeleine Böhme est ici pour effectuer un relevé plutôt inhabituel. Le Schwabenpark à Kaisersbach est l'un des rares lieux en Allemagne où l'on peut observer des chimpanzés en dehors d'un zoo. Ça t'intéresse les lacets, hein? Dedans, il y a des pieds qui sont différents des tiens. Allez, maintenant on les refait, d'accord? Sinon, on ne pourra pas aller se promener. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord. Tu veux savoir ce que je sens? Ça, c'est une montre, Jenny. C'est une montre. Allez, laisse-la. Mais c'est intéressant, hein? Elle mesure le temps que nous passons sur Terre. Des deux, qui observe qui? Pour une fois, la scientifique ne s'intéresse pas à de vieux fossiles, mais à un être vivant doué d'une volonté propre. Tu fais ça à la perfection. Fantastique. Où as-tu appris à faire ça? La paléontologue devra s'armer de patience pour réussir à prendre une empreinte du pied de Jenny. C'est en effet la raison pour laquelle elle est venue. Mais même pour une spécialiste, effectuer un relevé précis est un réel défi. Son assistant prépare une caisse avec du ciment. Reste à savoir si le chimpanzé se montrera coopératif. Première tentative. Le singe est un peu méfiant. Jenny n'est apparemment pas très rassurée par la surface humide. Pour la paléontologue, l'entreprise s'avère plus difficile que prévu. Car seule une empreinte de pied détaillée permettra d'effectuer une comparaison anatomique avec les empreintes de crête. Jenny n'est toujours pas convaincue. Deuxième essai. Cette fois, la paléontologue met la main à la pâte. Et c'est un succès. Voilà, c'est terminé. Formidable, Jenny. Tu es une championne. C'est super. On n'y retourne plus, hein? Génial. Top. Super, Jenny. L'empreinte fraîche est aussitôt photographiée sous toutes les coutures. Elle sera plus tard reconstituée en 3D grâce aux techniques numériques. C'est bon comme ça. Super. Les différences avec l'empreinte de crête sautent aux yeux. Sur l'empreinte de Trachylos, on voit un énorme appui en boule. Rien de tel chez le chimpanzé. Par ailleurs, le gros orteil chez le chimpanzé est divergent. Il fait un angle de près de 90 degrés, alors que chez l'homme, il est aligné sur les autres. Et ici, les orteils sont de taille décroissante, alors que là, chez le chimpanzé, ils font tous la même taille. Ce sont les principales différences. Le chimpanzé possède un pied préhensile, qui fonctionne un peu comme une main, et lui permet de saisir les branches. En comparaison, les empreintes de pieds découvertes en Crète ressemblent beaucoup plus à celles d'un homme moderne.
Elles évoquent un pied exclusivement marcheur et appartenant à un être se déplaçant sur 2 jambes. Chez le chimpanzé, en revanche, la forme du pied ainsi que l'anatomie tout entière sont optimisées pour la marche à 4 pattes. Le genou est fléchi. Tu as une région lombaire très courte parce que tes articulations sont fléchies. Tu te tiens comme ça quand tu es debout. On voit bien cette flexion. C'est très net. Tu es debout sur tes 2 pattes. Bravo. Jenny a bien mérité une pause, ainsi qu'une petite récompense. Les empreintes de Trachylos sont incontestablement d'origine humaine. La seule question est, s'agit-il d'un grand singe ou d'un préhumain bipède? Et pour nous, aucun doute, il s'agit bien d'un préhumain bipède. La comparaison avec notre chimpanzé en apporte la preuve irréfutable. La comparaison des empreintes s'est avérée payante et donne à penser que la bipédie pourrait s'être développée en Europe. Mais pourquoi une origine européenne? Des indices pourraient se trouver à Asmaka, en Bulgarie, là où en 2009, la molaire isolée de Grecopithecus a été découverte. Le site se trouve dans un ancien lit de rivière au cœur de la plaine de Thrace. Mon hypothèse personnelle est que les premiers préhumains tels que Grecopithecus avaient une relation privilégiée avec les fleuves et les rivières. Cela permet l'approvisionnement en eau potable et offre un autre type de végétation que la savane. D'autres ossements de préhumains sont-ils enfouis autour du site d'exhumation de la molaire? Une telle trouvaille serait aussi précieuse qu'exceptionnelle. Vu du ciel, le sillon creusé par la rivière jadis est bien visible. Le site a été découvert par hasard, alors qu'une entreprise extrayait du sable pour la construction d'une autoroute. Sur le chantier de fouilles, Madeleine Böhme retrouve Nikolai Spassov, le directeur du Muséum national d'histoire naturelle à Sofia. Au fil des ans, les chercheurs bulgares ont trouvé des milliers de fossiles d'animaux disparus. Madeleine Böhme est venue ici plusieurs fois prêter main forte à ses collègues lors des fouilles. Au cours de la saison, de nouveaux ossements ont été mis au jour. C'est le cas de cette patte, appartenant à une espèce de girafe aujourd'hui éteinte. Les fossiles sont d'abord enduits de plâtre pour être protégés. La préparation aura lieu plus tard, en laboratoire. Chaque année, nous découvrons de nouveaux ossements. Par exemple, cette mandibule d'un petit carnivore qui pourrait être celle d'un chat. L'avenir nous le confirmera. Il y a aussi... Ah oui, c'est un chat. Sans doute, oui. Super. Il y a aussi ce tibia de rhinocéros, sa partie distale. Il s'agit d'un rhinocéros blanc du genre Ceratotherium. Aujourd'hui, il n'est présent qu'en Afrique, mais ce genre est né ici, dans les savanes des Balkans. Et pour finir, notre trésor secret. Après la dent, nous avons découvert le fémur d'un hominidé qui pourrait appartenir à Grecopithecus. Je peux voir? Bien sûr, en ce moment, il est en cours d'étude. Cet os est extrêmement prometteur pour comprendre l'évolution de la locomotion. Madeleine Böhme tient entre ses mains une réplique de l'original, trop fragile pour être exhibée. Notre équipe est très fière de cette découverte. Il y a de quoi? Quelle surprise! Félicitations, Nikolai. Merci. Pour les chercheurs, plusieurs indices donnent à penser que l'os pourrait appartenir à Grecopithecus. C'est un nouvel élément qui conforte l'hypothèse d'un berceau de l'humanité européen. Sans compter que les autres fossiles d'Asmaka montrent que la Bulgarie, à l'instar de la Grèce,
ressemblait jadis à l'Afrique d'aujourd'hui. Dans un musée tout proche, les chercheurs ont reconstitué des squelettes entiers, un déinothérium, une hyène et un félin à dents de sabre. Ces nombreux fossiles permettent de dresser un inventaire précis de la faune présente à l'époque de Grecopithecus. Voici à quoi pouvait ressembler ce monde disparu. Une savane qui s'étend sur de grands espaces dans l'est du bassin méditerranéen, parcourue par les ancêtres de nos éléphants, par des gazelles, des rhinocéros et des zèbres. Et au milieu de ces animaux, Grecopithecus, tel qu'il était peut-être. Le père de la théorie de l'évolution, Charles Darwin, supposait déjà que les origines de l'homme se situaient dans une savane. Cette théorie est connue sous le nom d'hypothèse de la savane. Après avoir perdu la forêt qui était leur habitat d'origine, nos ancêtres auraient dû s'adapter à leur nouvel environnement, la savane. Afin de pouvoir survivre dans cet espace, ils se seraient redressés, puisque la station de boue aurait permis une meilleure surveillance du territoire au-dessus des hautes herbes, et aurait libéré les mains, devenues aussi disponibles pour la fabrication et l'utilisation d'outils. Une interprétation moquée par de nombreux contemporains de Darwin, comme le montre cette caricature d'époque. Or, si l'on part du principe que le berceau de l'humanité se situe en Afrique, l'hypothèse de la savane n'est pas tenable, car il y a 7 millions d'années, le continent africain était surtout recouvert par la forêt. Mais les fossiles de Bulgarie et de Grèce redonnent du poids au scénario de la savane originelle. Les savanes africaines sont apparues très tardivement, il y a seulement 2 à 3 millions d'années, soit bien après les savanes qui existaient ici il y a 7,4 millions d'années. Et c'est au milieu de ces savanes très anciennes, non africaines, qu'est apparu un préhumain. Cela ne remet pas en question la théorie de l'évolution, mais cela la déplace dans un temps beaucoup plus reculé, et surtout sur un autre continent. D'autres indices que la faune portent à croire qu'il y a 7 millions d'années, la savane prédominait dans le sud-est de l'Europe. Dans les sédiments des fossiles grecs, la chercheuse a trouvé de minuscules concrétions de silice issues des plantes appelées phytolithes. Leur forme est propre à chaque espèce végétale. Très résistants, les phytolithes constituent une mémoire de la végétation qui les a constitués il y a plusieurs millions d'années. Grâce à ces vestiges microscopiques, Madeleine Böhme a pu établir qu'à l'époque, les graminées prédominaient dans le bassin méditerranéen, signe que la forêt avait reculé au profit de la savane, un changement que connaîtrait l'Afrique longtemps après. En cause, une baisse des températures et une augmentation de la sécheresse. Ailleurs, certains chercheurs s'attachent à remonter encore plus loin dans l'évolution de l'homme. À l'Université de Toronto, le paléoanthropologue David Beggen étudie depuis 40 ans l'histoire évolutive des grands singes et des hommes. Les résultats de ses travaux ont de quoi surprendre. À l'époque où les lignées des grands singes actuels se sont formées, ces animaux vivaient principalement en Europe. Des centaines de leurs fossiles ont été mis au jour à partir du milieu du 19e siècle. Les découvertes récentes de Bulgarie et de Grèce s'inscrivent dans cette longue liste. En Afrique, en revanche, les grands singes primitifs n'ont laissé pratiquement aucune trace au cours de cette période. Même si les changements climatiques rendaient les conditions de vie en Europe de plus en plus difficiles, ces animaux doués d'une grande intelligence ont réussi à coloniser un vaste territoire. Ils étaient intelligents et possédaient un cerveau plus gros que celui des singes et des gibbons. Leur cerveau était proportionnellement aussi volumineux que celui d'un chimpanzé. Or, ce développement n'est jamais fortuit, car le cerveau est très gourmand du point de vue métabolique.
On ne développe un gros cerveau que si on a une bonne raison pour cela. Peu avant le début de notre propre évolution, les grands singes ont connu en Europe un âge d'or. Mais jusqu'à ce jour, leurs fossiles n'ont guère suscité l'intérêt des chercheurs. La théorie largement répandue est que les singes et les humains ont évolué en Afrique et n'ont jamais quitté le continent africain. Certaines ramifications ont pu s'aventurer en Europe, mais on part du principe que tout s'est déroulé en Afrique. Pourtant, on ne peut pas ignorer les preuves du contraire dont nous disposons actuellement. On ne peut pas dire, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les éléments déterminants qui confirment l'hypothèse que tout s'est passé en Afrique, mais on va bien finir par les trouver. Ce n'est pas, selon moi, une façon très sérieuse de faire de la science. Les chercheurs parviennent aujourd'hui à dessiner une image de plus en plus précise des grands singes européens. Et le nombre de fossiles mis au jour lors de nouvelles fouilles ne cesse d'augmenter. Les Préalpes, dans le sud de l'Allemagne. Dans cette carrière d'argile, Madeleine Böhme et son équipe exhument depuis 2011 des fossiles d'animaux qui ont vécu ici il y a 11,6 millions d'années. Jadis, de grandes tortues et des salamandres géantes évoluaient dans une rivière aujourd'hui disparue. Ces rives étaient peuplées de porcs primitifs et d'ancêtres des éléphants. Un panda a même été découvert. C'est un super fossile. Chaque jour, les chercheurs découvrent de nouveaux ossements, comme cette vertèbre d'antilope des forêts, parfaitement conservée. Mais ce qui rend ce site unique, ce sont les 38 fossiles exhumés à ce jour appartenant à une nouvelle espèce de grand singe. C'est une pièce maîtresse du puzzle de nos origines. L'argile a même conservé des parties entières de squelettes. Des os entiers de membres nous en apprennent beaucoup plus sur l'appareil locomoteur et le mode de vie de ces animaux que des restes de crâne ou des dents. C'est le cas par exemple de ce cubitus, qui est presque de la même longueur que le mien. Les bras étaient nettement plus longs que les jambes. Or, c'est une des caractéristiques des grands singes, qui grimpent aux arbres et se déplacent en se balançant. Le tibia, en revanche, est très court, plus court que le cubitus. Chez les hommes, c'est le contraire. Notre tibia est plus long que notre cubitus. Et ce tibia, tel qu'il se présente à son extrémité, montre que ce grand singe se déplaçait genoux tendus. L'articulation du pied qui se trouve ici est elle aussi conçue comme celle des hommes, c'est-à-dire pour marcher et non pour grimper dans les arbres. Il s'agit, selon notre interprétation, d'une forme hybride qui d'un côté annonce la bipédie de l'homme moderne et de l'autre se rattache au mode de vie des grands singes quadrupèdes qui vivaient dans les arbres. Autrement dit, il s'agit d'une sorte de chaînon manquant. Les chercheurs ont baptisé la créature Danuvius Guggenmosi, surnom Udo, en hommage au chanteur allemand Udo Lindenberg qui fêtait son 70e anniversaire le jour de la découverte. Sur le chantier de fouilles, la radio passait ses chansons en boucle. Un clin d'œil à la fameuse Lucy, qui en son temps avait été ainsi nommée d'après un tube des Beatles. Quand on fouille, on ne fait pas de plan sur la comète. Mais évidemment, si nous avions un crâne complet d'Udo ou de Danuvius Guggenmosi, nous en saurions beaucoup plus par exemple sur la taille de son cerveau. Nous pourrions peut-être aussi en dire davantage sur sa relation phylogénétique avec le chimpanzé et avec l'homme. Ou si nous avions un pied complet, nous pourrions déterminer avec plus de certitude s'il pouvait parcourir de longues distances sur ses deux jambes. Mais l'important est que nous avons en main la clé pour pouvoir un jour répondre à ces questions. Les os exhumés ont permis de reconstituer 15% du squelette d'Udo.
Ils proviennent de différentes parties du corps, ce qui représente un avantage certain pour les chercheurs, qui peuvent ainsi se faire une image plus précise du grand singe. Afin de mieux pouvoir évaluer les proportions de son corps, les chercheurs ont complété les parties manquantes par des répliques. Une imprimante 3D permet de fabriquer des copies fidèles à l'original. Les chercheurs peuvent par exemple reproduire le tibia droit manquant, créé en miroir à partir du tibia gauche. Auparavant, il aurait fallu modeler les copies à la main, avec de la pâte à modeler. Aujourd'hui, grâce à l'impression 3D en miroir, nous obtenons des copies conformes. Cela nous aide énormément dans la reconstitution. Et même s'il ne s'agit que de répliques, cela permet d'établir une relation plus proche avec nos ancêtres. Aucun fossile comparable n'a encore jamais été découvert en Afrique. Avec les autres espèces disparues de grands singes européens, Danuvius est le dernier maillon d'une chaîne d'indices, donnant à penser que le premier chapitre de notre histoire évolutive a été écrit en Europe. La taille et le poids de ce grand singe annoncent d'ailleurs des espèces de préhumains plus tardives. Cette reconstitution montre Danuvius en position debout, les jambes tendues et les hanches droites. Tout laisse supposer qu'il s'agit d'un ancêtre commun à l'homme et aux chimpanzés. Et surtout, c'est un Européen. Madeleine Böhme pense pouvoir expliquer pourquoi aucun fossile comparable datant de cette époque n'a été retrouvé en Afrique. La chercheuse a examiné au microscope électronique le sédiment dont est issue la mandibule de Grecopithecus. Elle y a découvert les traces d'un changement environnemental massif qui a jadis touché l'Afrique du Nord. Grossis 1000 fois, les minuscules particules de poussière qui composent en grande partie le sédiment forment une sorte d'empreinte géologique. Cette forme de particules et les motifs spécifiques à sa surface n'apparaissent que lorsque de la poussière est balayée par le vent. Les grains de poussière s'entrechoquent entre eux et s'abrasent les uns les autres. Par ailleurs, la composition chimique de la roche ne laisse aucun doute. Elle prouve que cette poussière est originaire du Sahara. Ces quantités de poussière étaient considérables. D'après nos modélisations, jusqu'à 1/4 de kilogramme de poussière se déposait par mètre carré et par an à cette époque. C'est colossal. Et aujourd'hui, de telles zones très inhospitalières existent encore. Nous avons aujourd'hui dans la région du Sahel une charge de poussière comparable à celle de cette époque. D'énormes quantités de poussière sont transportées depuis le Sahara. Et le même phénomène a touché jadis le sud de la Grèce. Pour la première fois, les chercheurs peuvent ainsi dater précisément la plus ancienne phase du Sahara connue à ce jour. Elle doit être au moins aussi ancienne que Grecopithecus, soit 7,2 millions d'années. Ce gigantesque désert serait donc apparu plusieurs millions d'années plus tôt que ce que l'on pensait. Et cet événement pourrait expliquer pourquoi aucun fossile de préhumain datant de cette époque n'a été trouvé. Le désert aurait constitué une immense barrière hostile entre l'Europe et l'Afrique, que les premiers préhumains européens n'auraient pas pu franchir. Jusqu'à ce que, à cette phase désertique, succède une époque climatique plus humide, pendant laquelle le Sahara serait devenu verdoyant, et le serait resté longtemps. C'est au cours de cette époque que nos ancêtres humains auraient pu quitter l'Europe pour atteindre l'Afrique en passant par le Proche-Orient. Cette période concorde avec l'âge des plus anciens fossiles africains. Nos ancêtres se seraient alors répandus progressivement en terre africaine, y poursuivant leur histoire évolutive après un premier chapitre européen. C'est ce que donnent à penser les découvertes des paléontologues en Afrique. Les ancêtres des chimpanzés et des gorilles pourraient eux aussi avoir emprunté le chemin depuis l'Europe jusqu'à l'Afrique.
Ils auraient ensuite suivi les forêts au fur et à mesure de leur recul, vers les zones équatoriales où ils auraient pu continuer à vivre dans les arbres. Mais une espèce, Grecopithecus, aurait pris un chemin différent. Il serait resté dans la savane, s'y serait adapté et aurait fondé une nouvelle lignée, celle des hommes. Peut-être les chercheurs découvriront-ils bientôt en Méditerranée de nouveaux fossiles venant étayer cette théorie. Madeleine Böhme poursuit en tout cas cette hypothèse. Pour elle, c'est une nouvelle page de la recherche qui s'ouvre. Les travaux de ces dernières années ont permis un grand nombre de découvertes spectaculaires qui apportent un nouvel éclairage sur la place de l'Europe dans l'apparition de l'homme. C'est très enthousiasmant de faire partie de cette aventure et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Le principal enseignement à ce jour est peut-être que l'évolution ne tient pas compte des catégories géographiques humaines. Soumis à des changements environnementaux, l'homme s'est développé petit à petit au fil des millions d'années. Il s'est déployé sur un vaste territoire qui a d'abord englobé l'Europe, puis l'Afrique, colonisant de nouveaux milieux au gré de son expansion par-delà les continents.